Un retour, c'est lui tout à l'heure à Nouakchott du président de la République. Il vient de Brazzaville où il a participé à l'investiture du président congolais. Ici, ce sont les visites effectuées par le Premier ministre au ministère du Développement rural, de l'Environnement et du Développement durable. Et ici, c'est la réunion du comité interministériel chargé du suivi de l'évolution de la pandémie de la Covid-19, réunion donc tenue aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre. Et puis, justement, j'ai un invité, et pas n'importe lequel, il s'agit du ministre de la Santé. Voilà, c'est le ministre, bonsoir. Bonsoir. Voilà, quand on a le ministre de la Santé, bien sûr, on sait de quoi on va parler, surtout après la réunion du comité interministériel, n'est-ce pas? Et ce sera tout à l'heure après quelques nouvelles du journal, puisque ce journal, c'est votre 22h donc de ce vendredi 4 Ramadan 1442. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir et bienvenue à votre 22h donc. Un 22h que nous commençons par le retour du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Et c'était tout à l'heure en début de soirée. On doit voir les images de ce retour. Voilà, ce sont les personnalités qui étaient à l'accueil. Premier ministre. Et voilà, le président de la République qui descend donc de l'avion présidentiel. C'était tout à l'heure en début de soirée. Il a été accueilli, vous le voyez, par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, par le ministre secrétaire général de la présidence, la directrice, le chef d'état-major particulier du président. Il y avait des membres du gouvernement, il y avait aussi les chefs d'état-major particulier du président de la République. Il y avait la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott. Le président de la République, je vous le disais, revient de Brazzaville où il a assisté aujourd'hui. On doit voir en principe des images. Et voilà, ça c'est la cérémonie d'investiture du président Denis Sassou Nguesso donc pour un 6e mandat à la tête du Congo-Brazzaville. C'était donc ce matin à Brazzaville, au Palais du Peuple, en présence du président de la République. On voit ici saluer le président, donc l'ancien et nouveau président congolais. Il y avait également d'autres chefs d'État de la région qui ont assisté à cette cérémonie d'investiture pour un 6e mandat pour le président Denis Sassou Nguesso, le président qui a été d'ailleurs félicité également par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Tout cela s'est déroulé, c'était une cérémonie donc ce matin dans un palais à Brazzaville. Des images de cette cérémonie, le président de la République qui félicite son homologue du Congo-Brazzaville pour cette investiture, une photo souvenir. Ça, c'est quelques séquences d'autres parties de cette cérémonie aujourd'hui à Brazzaville. Bien sûr, nous reviendrons beaucoup plus en détail dans notre prochaine édition sur cette cérémonie d'investiture qui s'est déroulée ce matin à Brazzaville en présence du président de la République et dans le cadre des activités du chef de l'État en marge de cette cérémonie. Le président de la République a rencontré les représentants de la communauté mauritanienne vivant au Congo-Brazzaville. Sur quoi a porté cette rencontre? De quoi on a parlé? Élément de réponse avec notre envoyé spécial Ahmed Doundamar. L'élément de réponse revient en français par El Haj Abdeladine. La rencontre a permis de passer en revue les différents problèmes rencontrés par la communauté mauritanienne dans ces pays frères et les efforts déployés par le gouvernement pour résoudre l'ensemble des problèmes de nos compatriotes résidant à l'étranger. C'est aussi l'occasion pour le président de la République de les informer de la situation du pays ainsi que de les édifier sur les politiques et les programmes que l'État conduit actuellement. La rencontre s'est déroulée en présence de la ministre conseillère à la présidence de la République, du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de Mauritaniens de l'extérieur, du directeur du cabinet du président de la République et de l'ambassadeur de Mauritanie au Congo. Merci El Haj Abdeladine. Une rencontre qui s'est déroulée dans la résidence du chef de l'État dans la capitale congolaise où il était là-bas, le président,
pour assister à l'investiture du président congolais. Venons maintenant aux activités du Premier ministre. Il y a eu 3 activités, une réunion, puis 2 visites. Ici, c'est la réunion du comité interministériel chargé justement du suivi de l'évolution de la pandémie de la Covid-19, une réunion qui était consacrée à la discussion des mesures prises pour faire face donc à la pandémie de la Covid-19. Il a été également question des moyens nécessaires pour garantir l'efficacité de ces mesures prises par notre pays. Cette réunion s'est déroulée aujourd'hui, bien sûr, sous la présidence du Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud. Des images de cette réunion, dont on va parler tout à l'heure d'ailleurs avec le ministre de la Santé, qui est notre invité ce soir. Voilà. On a discuté donc de la Covid, de l'évolution de la situation. Les communiqués, tout à l'heure, pas beaucoup de choses sont sorties de ce comité. Qu'est-ce que vous aviez décidé concrètement à l'issue de cette réunion, Monsieur le ministre? Bonsoir. Bonsoir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci pour cette invitation. Le comité interministériel de lutte contre le Covid s'est réuni aujourd'hui, comme vous l'avez dit, sous la présidence de son Excellence le Premier ministre. Il y avait essentiellement un seul point d'ordre du jour autour de la vaccination contre le Covid, oui. Le point de la vaccination et les prochaines étapes. Voilà, bon, les prochaines étapes. Le point de la vaccination, on va commencer par ça. Combien de gens sont déjà vaccinés, puisque ça fait 2 semaines que ça a commencé? Alors, jusqu'à là où on parle, nous avons déjà vacciné un peu plus de 6500 personnes. Uniquement à Nouakchott? À Nouakchott seulement, parce que cette première phase ne concerne que Nouakchott. Dans toutes les structures de santé publiques, donc les hôpitaux et les centres de santé. Et ça a concerné en particulier les personnels de santé, les personnes âgées de plus de 75 ans, les personnes malades de plus de 60 ans, les hémodialysés et tout dernièrement les personnes partant pour la Oumra. Et bien entendu les membres du président de la République et les membres du gouvernement. Exactement. Bon voilà, après la vaccination du président de la République, des membres du gouvernement et 2 semaines après donc, le lancement de cette campagne, est-ce que vous avez constaté des faits indésirables de ces vaccins? Sur les 6500 personnes aujourd'hui vaccinées, on n'a pas d'effet secondaire. On n'en a pas signalé un seul effet secondaire réel. Il faut savoir que dans ce type de vaccination, une petite fièvre peut apparaître, mais c'est normal dans la réaction de l'organisme. Et c'est quelques cas qui ont eu des fièvres, mais franchement, il n'y a pas eu d'effet secondaire de la vaccination. Voilà, bien merci. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la deuxième phase de cette vaccination et des personnes. Qui sera la priorité et quand commence cette deuxième phase? Alors, le comité interministériel donc, a décidé de passer à la deuxième phase donc, qui comporte 2 aspects. Un élargissement géographique, donc aller à l'intérieur du pays, donc dans toutes les régions, et un élargissement des groupes, aller au-delà de 75 jusqu'à 70 ans, et aller pour les malades jusqu'à 40 ans. Donc un élargissement sur les groupes et un élargissement géographique pour pouvoir intensifier la vaccination. Et je tiens cette occasion pour vraiment appeler nos populations à se faire vacciner dans les structures de santé. Ça, c'est uniquement pour les personnes donc, prioritaires, autrement dit les personnes qui sont malades, les personnes âgées et consorts. Mais les personnes est-ce que n'importe qui peut venir se faire vacciner? Non, pour le moment, nous limitons la vaccination à ces groupes que je viens de dire. Toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, toutes les personnes de plus de 60 ans qui sont porteuses de maladies chroniques, les personnels de santé qui soient publics et privés, les hémodialysés qui sont les plus fragiles, et les personnes à la Oumra parce qu'il y a une exigence. Pourquoi au-delà des personnes à la Oumra, tous les autres? Parce qu'on craint une 3e vague et on est en train de cibler davantage d'abord les personnes qui demain risquent d'être exposées aux formes graves. Voilà. Et pour l'intérieur du pays, donc, ça a commencé déjà ou ça va commencer? Alors, les premières équipes ont quitté ce soir, celles qui vont aller plus loin, vers Nemaï, Ayoun et Tiris Zemour. Les autres quitteront demain, et donc ça démarre lundi matin. La journée du samedi et dimanche sont des journées de préparation. Et lundi matin, ça démarrera dans les 13 hôpitaux régionaux de l'intérieur et hôpitaux de Moukata. Et la semaine qui suit, donc le lundi 26, la campagne ira vers les Moukata et dans tous les centres de santé de Moukata. Et ce sera uniquement dans les centres de santé ou bien vous venez dans les ménages? Pour le moment, c'est limité dans les hôpitaux d'abord, comme j'ai dit, et la semaine après, c'est dans les centres de santé, sauf, comme on a fait pour Nouakchott, dans la semaine où on ira dans les Moukata, les personnes qui ont des problèmes de mobilité pour aller
se feront inscrire et les équipes viendront les vacciner à domicile. C'est ce que nous avons fait en Nouakchott depuis 2 semaines. Depuis 2 semaines en Nouakchott, quand une personne, et je tiens à le dire ici, nous avons fait l'annonce, elle est publique, toute personne qui aujourd'hui a des problèmes de mobilité peut s'inscrire et mentionner son cas et l'équipe viendra la chercher, la vacciner sur place. Et selon les études que vous avez faites, selon les premières informations que vous avez accueillies, quel est le degré d'acceptance des gens de ces vaccins, puisqu'il y a énormément de polémiques là-dessus? Nous n'avons pas senti vraiment de problème d'acceptance pour ces vaccins. Et je tiens ici à dire aussi que les vaccins que nous avons sont des vaccins reconnus internationalement, qui n'ont pas d'effet et qui n'ont pas de problème. Et nous nous basons sur toutes les études internationales que nous avons entre les mains. Le comité, justement, a validé que ces vaccins sont bons et qu'on pourra continuer à vacciner. Et combien de vaccins vous avez déjà dans le cadre des mécanismes de vaccins? Alors, sur le COVAX, on vient d'avoir 69 600 vaccins, à peu près 70 000. Nous attendons prochainement d'autres arrivées dans le cadre du COVAX. Et une dernière question, c'est toujours la question que je pose. Il y a les vaccins, ça veut dire qu'il faut laisser les mesures préventives? Pas du tout. Justement, il faut insister sur le fait qu'avec la vaccination, on doit continuer à maintenir les mesures préventives, la distanciation sociale, l'utilisation des masques et le fait d'éviter de se laver les mains au savon le plus fréquemment possible. Voilà, Monsieur le ministre, Dr Mohamed Nazirou Ahmad, merci pour toutes ces informations. Merci pour votre disponibilité donc, à nos invitations. Je rappelle donc que notre invité ce soir, c'était le ministre de la Santé en personne, justement. Ceci à l'occasion donc de la campagne de vaccination anti-Covid-19 qui, dans la deuxième phase, a commencé presque ce soir, puisque les premières équipes sont parties déjà, sont en partance pour l'intérieur du pays. Encore une fois, merci, vous restez avec nous pour suivre en direct le prochain élément. Le prochain élément concerne justement le Premier ministre, puisque tout à l'heure j'ai parlé de 3 activités. La première, c'était cette réunion du comité interministériel chargé de la Covid-19. Les 2 autres, ce sont 2 visites d'information que le Premier ministre a effectuées dans 2 départements ministériels, à savoir le développement rural, l'environnement et l'aménagement et le développement durable. Alors, sur les étapes et sur les activités du Premier ministre, qu'est-ce qui a été fait au cours de cette visite? Élément de réponse avec Abdoul Ademeba. Le ministère du Développement rural a constitué la première étape de ce déplacement du Premier ministre Mohamed Ould Bilal. Sur les lieux, il a été reçu par le responsable de ce département ministériel du Oulzen. Au cours d'une séance de travail qui s'est tenue, le Premier ministre a suivi une présentation sur les différents programmes qui sont mis en œuvre afin de soutenir le secteur de l'élevage et l'agriculture. Dans ce cadre, il lui a été présenté un pan de ce programme dont l'objectif est de contribuer à l'essor des zones rurales et favoriser la diversification de l'économie nationale. Le Premier ministre a mis en avant la nécessité d'investir dans la richesse nationale pour soutenir les agriculteurs afin d'atteindre l'autosuffisance du marché national en légumes, céréales et produits animaliers. Il a par ailleurs rappelé la nécessité d'avoir une oreille attentive aux préoccupations des citoyens. Le ministre du Développement rural a affirmé que cette visite du Premier ministre s'inscrit dans le cadre des activités de ce dernier afin de s'enquérir du travail des différents démembrements du gouvernement. Ce afin, dit-il, que les citoyens soient au cœur des préoccupations et prestations fournies par l'administration. Il a en outre indiqué que sans une administration qui fonctionne à un niveau optimal, il est difficile pour les ayants droit de pouvoir disposer des différents services dont ils sont demandeurs. Par la suite, c'était au tour du département de l'environnement et du développement durable d'accueillir le Premier ministre. Sur les lieux, il a été reçu par Mme Mariam Intebekay, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Là aussi, lors de la séance de travail qui s'est tenue, la politique d'adaptation au changement climatique ainsi la réduction des risques y afférentes ont été exposés. Les programmes mis en œuvre pour un développement durable ont aussi été présentés, ce qui rentre dans le cadre de la gestion durable des espaces forestiers, les différents programmes de sauvegarde du couvert végétal, entre autres. Mohamed Ould Bilal a, au cours de ces rencontres, appelé à la prise de mesures proactives pour faire face aux effets néfastes des phénomènes environnementaux et adopter un mécanisme pour faire face aux catastrophes naturelles. Cette visite du Premier ministre avait 2 objectifs principaux. Le premier, nous avons entendu du Premier ministre donc, des orientations très claires du Premier ministre et qui viennent aussi du Président de la République concernant la révision un peu de la manière dont nous gérons l'administration. Que l'administration, il est essentiel de comprendre qu'elle doit être au service du citoyen, des citoyens, en toute justice et en toute transparence, sans différence. Et que le citoyen doit pouvoir s'approcher de l'administration, avoir des réponses à ses questions,
qu'elle soit positive ou négative, mais en tout cas une écoute et une réponse à sa question. Et il ne doit pas être obligé de passer par des voies extérieures pour pouvoir atteindre l'administration. Donc ça, c'était l'orientation principale de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et il nous a demandé donc d'améliorer la concertation au sein de l'administration, la concertation entre les secteurs, la présence sur le terrain et une administration vraiment ouverte au service du citoyen qui doit pouvoir régler les problèmes du citoyen et nous le prendrons en compte, Inch'Allah. Le deuxième élément, il nous avait été demandé de présenter un peu les principales réalisations du ministère de l'Environnement par rapport donc, aux engagements et aux priorités de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous les avons présentées. Je pense qu'on a assez bien avancé durant les dernières années, malgré un certain nombre de contraintes que nous avons soumises à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui sont des contraintes d'ordre technique, mais également d'ordre financier. Et nous avons besoin aujourd'hui d'améliorer l'expertise au sein du ministère de l'Environnement parce que, comme je l'ai dit, nous faisons face à des problématiques, des dimensions nouvelles comme le changement climatique qui est une problématique mondiale qui n'existait pas il y a une vingtaine d'années et qui aujourd'hui impacte l'ensemble des pays et impacte l'ensemble des systèmes productifs de la Mauritanie. Et donc, on a besoin d'une expertise supplémentaire. Durant ces 2 étapes, la nouvelle approche gouvernementale, à savoir rapprocher le service du citoyen, a été largement évoquée. Voilà pour cette visite d'information entreprise aujourd'hui par le Premier ministre dans les départements du développement rural, de l'environnement et du développement durable. Après le rural et l'environnemental, le pédagogique, avec cette réunion tenue aujourd'hui consacrée à la présentation à l'étude du plan d'action appliqué dans les centres de formation technique et professionnelle. C'était donc ce matin et c'était sous la présidence du ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme. C'était l'occasion de faire le point sur les niveaux d'avancement dans l'application des programmes et de préciser les défis et difficultés en vue de trouver les solutions idoines conformément au processus de réforme engagé. Autre activité dans ce domaine pédagogique, il s'agit de l'atelier sur la gouvernance dans les établissements scolaires. Donc, situation et perspective, atelier qui vient de se dérouler à Nouakchott et c'est un atelier dont la clôture s'est déroulée aujourd'hui. Alors, les recommandations de ces assises avec vous, Abdoulaye Demeba. Cette rencontre a été sanctionnée par plusieurs propositions de nature à améliorer la gouvernance des établissements scolaires en termes d'encadrement, de gestion pédagogique et administrative, de discipline scolaire, entre autres. Elle s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur éducatif qui a été engagée. Le département de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme s'est engagé résolument dans une dynamique de réforme visant à améliorer la gouvernance. Nous pouvons citer en guise d'exemple la création des COGES, qui sont l'apanage d'une gestion efficace et efficiente impliquant l'ensemble des partenaires de l'école. C'est dire que le respect des principes de la gouvernance des établissements scolaires permettra au secteur de l'éducation d'atteindre des objectifs et de réconcilier les Mauritaniens avec leur école. Rappelons que cet atelier a réuni plusieurs segments de la famille scolaire. Voilà pour cet atelier sur la gouvernance dans les établissements scolaires qui a été clôturé donc aujourd'hui. Deuxième partie, deuxième page médicale de ce journal consacré à ce lot de masques qui a été réceptionné par les ministères de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication. C'est un don de l'organisation donc NESIM pour l'action culturelle et sociale et c'est le ministre en personne qui l'a réceptionné, compte rendu El-Hajj Abdallah Din. 130 000 masques constituent le contenu des ces lots octroyés par l'organisation NESIM en faveur du secteur de l'enseignement supérieur. Ce don, composé des moyens de prévention, a pour objectif d'appuyer les efforts des autorités publiques visant à endiguer la propagation du coronavirus, en particulier au niveau des établissements scolaires. À la remise de ce don, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des techniques de l'information et de la communication, M. Sidioul Selm, a exprimé ses remerciements à l'organisation NESIM pour son appui généreux au secteur de l'enseignement supérieur.
Cet appui, qui est le deuxième de son genre, dit le ministre, témoigne du dévouement de l'organisation à soutenir les politiques du gouvernement tendant à contenir la pandémie mortelle. À cette occasion, le président de l'organisation Nessim pour l'action culturelle et sociale, M. El Mokhtar Ould Khalifa, a précisé que cet appui reflète la conviction de son organisme de soutenir le secteur de l'enseignement qui est considéré comme la clé de l'évolution et l'ossature du développement. Pour cela, souligne le président de l'organisation, notre organisme a focalisé ses actions et ses interventions dans ce secteur important. Notons que l'organisation Nessim pour l'action culturelle et sociale a fait de multiples interventions à caractère préventif depuis l'apparition du virus mortel dans notre pays. Voilà, des masques donc pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et d'éthique, un don de Nessim pour l'action culturelle et sociale. Justement, les masques ont fait partie des mesures préventives très efficaces vis-à-vis de la COVID-19, dont on va voir maintenant l'évolution de la pandémie durant ces dernières 24 heures, on va le voir. Eh bien, il y a une légère augmentation, 31 nouveaux cas ces dernières 24 heures, contre 13 guérisons, et Allah soit loué, pas de décès. Ça, c'est le cumul depuis le début de la pandémie qui s'élève à 18 103, dont 17 466 guérisons et malheureusement 450 décès. Ça, c'est l'évolution donc de la pandémie selon les chiffres donc enregistrés par les services compétents du ministère de la Santé. Une page religieuse dans ce journal avec une nouvelle mosquée pour la Muqata'a d'El Mina, Nouakchott Sud. Il s'agit de la grande mosquée de la Zawiya Cheikh Mohamed El Hafez, une mosquée qui a été inaugurée aujourd'hui, compte rendu Abdelrahman Hamad. أشهد أن لا إله إلا الله. Cet appel à la prière annonce le début de la prière du vendredi dans la mosquée de la Zawiya de Cheikh Mohamed El Hafez dans la Muqata'a d'El Mina. Cette Zawiya inaugurée aujourd'hui vise à vulgariser les savoirs et les valeurs de l'islam avec sagesse et bon conseil. Prenant la parole à cette occasion, le directeur des mosquées au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Sidi Mohamed Ould Saleh, a salué la construction de cette Zawiya et remercié les initiateurs pour cet effort qui rapproche les conseils et les services de cet édifice islamique des citoyens dans la Muqata'a d'El Mina. Le porte-parole de la Zawiya de Cheikh Mohamed El Hafez, Mohamed El Hanafi Ould Daha, a quant à lui indiqué que cette Zawiya se fonde sur les principes du rite sunnite qui reflètent la modération de l'islam et renonce à l'extrémisme. La Zawiya a par la suite abrité une conférence sur le rôle des confréries soufis dans la vulgarisation de l'islam en Afrique. Une nouvelle mosquée donc pour la Muqata'a d'El Mina, une nouvelle mosquée qui a été inaugurée aujourd'hui. Tout à fait autre chose dans ce journal avec l'arrêt biologique pour la pêche industrielle et artisanale, entré en vigueur depuis la nuit dernière. Et il s'agit de la première phase de ce repos biologique pour l'année encore, autrement dit pour l'année 2021. C'est un compte-rendu de notre correspondant à Nouadhibou, El-Faraj Cheibani, compte-rendu revu en français par Bokar Baïleba. Le repos biologique intervient en application de l'arrêté du ministère de Pêche et de l'économie maritime, instaurant une pause des activités de la pêche artisanale, de la pêche côtière et des céphalopodes pendant 3 mois. L'objectif est d'améliorer la production de poissons en quantité et en qualité. En d'autres termes, cet arrêt vise à protéger les ressources halieutiques nationales. Mohamed El Zahaf est le directeur du district maritime de Nouadhibou. Il explique que ce repos biologique répond à la nécessité de sauvegarder les ressources halieutiques soumises à une forte pression d'activité à la limite de la légalité. Il a précisé que pendant 3 mois, toute activité de pêche est interdite dans les eaux maritimes soumises à la juridiction mauritanienne. Les acteurs adhèrent pleinement à cette démarche qui vise en fait à préserver la survie des espèces. Pour le président de la section de pêche artisanale Zone Nord, Sid Ahmed Ould Abid,
Les acteurs doivent se référer à la loi. En d'autres termes, les pouvoirs publics se donnent les moyens pour lutter contre la surpêche. Ce repos biologique, en plus du fait qu'il permet la reproduction de ces ressources, constitue une occasion pour la maintenance des bateaux et des pirogues, pour permettre la continuité ultérieurement de l'activité de pêche, mais aussi une opportunité de vacances pour la main-d'œuvre exerçant des activités dans ce domaine. À noter que le sous-secteur de la pêche artisanale contribue dans l'absorption du chômage avec l'offre de milliers d'emplois directs et indirects. Entré en vigueur hier soir. Retour à Nouakchott pour nous rendre donc dans les marchés de la ville qui continuent de connaître une affluence incessante. C'est à l'occasion du mois béni du Ramadan, entré aujourd'hui dans sa 4e journée consécutive, et particulièrement le marché des dattes très achalandé, en date nationale, mais aussi en date étrangère, mais aussi avec des prix fluctuants. C'est ce qu'a constaté Melika Nakli. Le marché aux dattes, un passage obligé en ce mois béni du Ramadan. Notre pays est connu pour ses belles oasis offrant des dattes de diverses variétés, dont certaines ne poussent qu'en Mauritanie et ne peuvent s'acclimater ailleurs. Il est de notoriété publique que la date constitue un mets incontournable dans la vie quotidienne et plus particulièrement lors des cérémonies et du mois béni du Ramadan. Ce commerçant indique que les dattes sont disponibles à des prix raisonnables en comparaison à ceux pratiqués l'année dernière. Les prix varient entre 700 et 800 pour le petit paquet de dattes algériennes. Les dattes saoudiennes sont également un prix raisonnable. Les dattes de l'Adrar sont également sur les étals. Leurs prix varient entre 1200, 1500, 2000 et 2500. Il y a également une variété dénommée Mfassas qui est à 800 ouguiyas. Toutes les variétés sont disponibles. La date contient diverses vitamines. Son apport bénéfique pour la santé est connu depuis l'aube des temps. Son apport économique représente une source de revenus pour tout un pan de la population. La place de la date dans le menu quotidien et festif est telle qu'un marché lui est consacré. L'affluence à ce marché de dates est telle que d'aucuns souhaiteraient qu'il puisse être organisé de manière plus rationnelle et adéquate. C'est l'avis de ce citoyen qui déclare que l'on devrait mettre en place un grand marché bien organisé où tout un chacun se voit disponibiliser l'espace adéquat. Un marché construit par l'État permettrait, dit-il, de diminuer le prix des produits vendus. Quel que soit ce que l'on peut dire, il n'en demeure pas moins que les vertus et le potentiel énergétique de la date sont, faut-il le rappeler, mentionnés dans la Sunna et le Saint-Coran. Notre spécialiste en matière de dates, c'est sur ce reportage que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est le retour à Nouakchott du président de la République. Il revient de Brazzaville où il a assisté à l'investiture du président congolais Denis Sassou Nguesso. Ici, c'est le Premier ministre lors de ses visites d'information, deux visites d'information aujourd'hui, l'une au ministère du Développement rural, l'autre au ministère de l'Environnement et du Développement durable. C'est toujours avec le Premier ministre, ça c'est la réunion du comité interministériel chargé de l'évolution de la Covid-19. Donc réunion présidée par lui, c'était aujourd'hui. Et je vous rappelle bien entendu le ministre de la Santé qui était mon invité, il a fait le rappel de l'importance des mesures préventives, des gestes barrières qu'il faut absolument respecter, même s'il y a le vaccin anti-Covid-19 qui est entré aujourd'hui dans sa deuxième phase et qui va commencer pour l'intérieur du pays. Le ministre vient de l'annoncer. Donc ce sont des gestes très simples qui dépendent de chacun de nous et qui permettent de sauver des vies. Ces gestes, rester à la maison, ne sortir que par nécessité, ne pas oublier de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon en sortant de la maison ou en rentrant à la maison. N'oubliez pas en sortant sous votre masque et n'oubliez pas non plus de respecter la distanciation sociale, au moins 1,50 m par rapport aux autres. Votre santé est entre vos mains, prenez soin de vous pour vous préserver, mais aussi pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus
de reproches. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.